Je me présente, Hugo Perrin, je suis un ancien franchisé. Maintenant, je suis rendu le président de la compagnie Sévère. Dans le fond, c'est l'entreprise qui fait du traitement de pelouse, traitement d'insectes, vraiment gestion des espaces verts. J'ai commencé il y a 8 ans environ, fait que j'avais 17-18 ans. Dans le fond, j'ai été franchisé Vitrenet dans Rosemont, Saint-Léonard pendant 2 années. Ensuite de ça, j'ai été coach pendant 1 an. Après ça, j'avais 21. Pierre-Luc m'a nommé comme directeur général. Dans le fond, on était 2. Là. Il y avait aussi le directeur de qualité étudiant. Puis l'année suivante, j'ai parti Sévère. Dans le fond, ça fait 4 ans. C'est la 4e année en ce moment. Dans le fond, j'ai fini mon cégep en même temps que j'étais dans Vitrenet. Ensuite de ça, je suis rentré à l'université. J'ai étudié pendant 1 an au HEC. Après ça, dans le fond, j'ai transféré à l'UQAM. J'ai étudié en finance à cet endroit-là. Puis là, en ce moment, je suis en train de faire un bac en comptabilité à l'UQAM encore. J'avais 4 équipes de 2 laveurs, donc 8 là, peut-être 1 ou 2 représentants. Fait qu'au top dans l'entreprise, on était à 10. Là, cet été, nous autres, on va être, écoute, déjà environ une vingtaine de techniciens sur le terrain. Ensuite de ça, une dizaine, 5 vendeurs au téléphone environ, plus un gestionnaire de ça, on a 25-26. Ajoute environ 30 entrepreneurs autorisés. OK, on est rendu autour de 56. Service à la clientèle, 60. Comptabilité, 61. Les directeurs, 62, 63. Fait qu'entre 60 et 70 personnes qui travaillent, quand même, après 4 ans. En 4 années, on est parti autour de la première année, un peu moins de 1000 clients. Je connaissais rien au gazon. On a parti ça de 0 à 0. Okay? Des consultants en gazon, en ci, en ça. On a créé la business, puis bien évidemment, je pense que c'est ce que j'aime de l'entrepreneuriat. C'est pas nécessairement le gazon que j'aime, mais c'est les affaires, la gestion de la croissance. Okay? Il y a une complexité qui se crée avec le temps quand ta business elle évolue. Fait qu'à 1000 clients, on n'a pas les mêmes problèmes qu'à 4000 clients l'année passée et à 10 000 clients cette année. Okay? Le service à la clientèle, avant, c'était la directrice d'opération qui s'en occupait, répondait au téléphone, puis ça faisait le travail. Aujourd'hui, on a un département de service à la clientèle. Donc, on a quelqu'un qui gère le département de service à la clientèle pour contrôler l'expérience client. La première année, j'allais sur le terrain avec la directrice des opérations pour gérer nos 2 techniciens au Québec. Avec nos presque... Cette année, on va avoir tout près de 15 camions. On a un directeur des opérations qui gère un directeur de production qui gère 15 techniciens. Fait que je pense que 15 à 20 techniciens. Fait que je pense que dans Sévère, on a eu une belle croissance des dernières années. On veut devenir les numéro 1 au Québec. C'est dans notre ambition. Puis on commence déjà à faire peur des gros joueurs, des joueurs très, très dominants au Québec qui nous approchent parce qu'on leur fait très, très peur. Là. Fait que je pense qu'on fait les bonnes affaires. Et ce qui me passionne dans ce que je fais en ce moment, qui fait que mon travail est vraiment pas redondant, c'est qu'à tous les jours, il y a des nouvelles problématiques à cause de notre croissance. Et mon travail, c'est de m'assurer de moduler ces problèmes-là, de les aligner pour réussir à avoir des résultats intéressants. Je dirais les relations d'amitié. Je me rappelle des journées que je roulais dans mon char avec mon 12 pouces sur mes jambes et que je mangeais en 2 estimations. Mais les gens que j'ai rencontrés, je peux aller dans n'importe quelle province, je peux aller dans n'importe quelle ville au Québec. Je connais quelqu'un, je peux aller dormir chez cette personne-là. Je me suis fait bien des amis entrepreneurs ici, qui sont encore en affaires ou pas, peu importe, que je vois encore sur une base régulière. Vraiment, là. Puis même aujourd'hui, le monde du staff fait partie de mes amis que je vois une fois de temps en temps. Fait que non, la communauté d'entrepreneurs, c'est fou. Là. Puis même, j'ai des chums proches que j'ai fait dans le projet qui sont partis en affaires récemment. T'sais. Puis c'est là que je les ai rencontrés. Puis on est capable de se challenger l'un l'autre parce qu'on a des réalités communes. Là, au niveau de la RH, c'est certain, là, comment gérer du staff, là, le monde qui rentre pas, les motiver. Okay? Évidemment, ce que j'ai appris dans le temps, j'ai fait pratiquement copier-coller avec mon entreprise maintenant. T'sais. Un travailleur qui rentre pas, même dans Vitrenet ou aujourd'hui dans Sévère, c'est la même personne. Là, t'sais. Fait que pourquoi cette personne-là ne rentre pas de façon quotidienne là, ou à plusieurs reprises? Fait que ça, tu te poses cette question-là, ça crée quelqu'un à la porte, j'ai appris ça dans le temps. C'est quoi la limite que je suis prêt à accepter en tant que gestionnaire? J'ai appris ça dans Vitrenet. Comment ajuster la performance du monde? T'sais? J'avais des laveurs un moment donné qui produisaient 500$ par jour, puis tout à coup, en m'impliquant un peu avec eux autres, ils produisaient du 1000$ par jour. Ça, je l'ai appris. Copier-coller dans Sévère maintenant, mon technicien qui produit 20 terrains par jour, je suis capable de l'amener à 28. C'est les mêmes concepts.
Comment tu sors tes échelles? Comment tu es outillé? As-tu les bons outils? Tu travailles-tu de la bonne façon sur la maison? Le laveur numéro 1 versus le laveur numéro 2, qu'est-ce qu'il fait? Bien, dans le sévère, c'est la même affaire. Le technicien, quand il sort, son crayon, il est placé où? L'épandeur est placé comment? L'outil, est-tu correct? Il travaille-tu assez vite? Il travaille tout son terrain de la bonne façon. C'est les mêmes concepts, copier-coller, c'est juste que c'est deux industries différentes. Gestion de la production, donc ça, c'est un truc que j'ai appris, mais que j'ai mal appris. Fait que dans le fond, dans le temps, je misais beaucoup sur la délégation. Ce que je me suis rendu compte, c'est que je déléguais peut-être un peu trop. Maintenant, je me rends compte avec ma production, c'est important d'être sur le terrain, de comprendre qu'est-ce qui se passe. La réalité, c'est que derrière ton bureau, derrière ton téléphone, à challenger ton monde, ça se fait bien, oui, mais tu te rends compte vraiment sur le terrain, qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les twists que tu ne connais pas, que tes travailleurs peuvent te faire? Comment on travaille avec les clients? L'interaction que tes travailleurs ont avec les clients? L'efficacité opérationnelle de tes travailleurs? Est-ce qu'ils commencent 10 minutes, s'en vont fumer une cigarette, continuent? Quand ils débarquent de la voiture, comment ils placent leur échelle? Qu'est-ce qu'ils font? Le stock, comment ils rentrent dans la voiture? Tout ça, c'est des minutes précieuses qui peuvent faire que dans une journée, tu peux peut-être rentrer un client de plus. La gestion des problèmes. Donc, penser... Souvent, quand tu es employé, tu te mets plus dans un chiffre de pensée que, il y a des problèmes, quelqu'un qui va m'aider. Puis, dans l'entrepreneuriat, quand tu es en affaires, c'est l'inverse. Les problèmes, c'est toi qui dois trouver les solutions. Et jamais voir un problème comme un problème, mais plutôt comme le voir avec une solution qui s'en vient. Donc ça, j'ai vraiment appris ça dans VN. Moi, je me rappelle des après-midi à pleurer avec mon coach au téléphone parce que tout allait mal. Aujourd'hui, je pleure plus, mais ça arrive encore que ça va mal. Et c'est des réflexes que j'ai eu dans Vitronet que, OK, parfait, le problème est arrivé, maintenant, comment qu'on le règle? Parce que la réalité, il y en a tout le temps une solution. L'affaire qui me marque le plus, d'avoir à gérer du staff qui rentre pas, qui font la job bien, qui la font mal, qui sont bien payés, pas bien payés. Tous les facteurs entourant la production, j'ai vraiment beaucoup appris là-dessus. Avec l'aide de mon coach, ça m'avait beaucoup aidé à trouver des solutions, ça c'est certain. La communauté aussi de franchisés, fait que dans les forums, sur les groupes Facebook, il y a bien des questions qui se posaient qui aidaient à passer au travers des problèmes. Finalement, après ça, c'est plus le côté entrepreneur de trouver des solutions. Fait que tu as un travailleur qui travaille tout croche, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Évidemment, il y a une couple de skills en RH que tu peux utiliser, mais après ça, des fois, ça ne vient pas à bout. Fait qu'il faut que tu ailles un petit peu plus loin, que tu deviennes créatif, que tu trouves des solutions pour que ça fonctionne, puis que tu tournes ce travailleur-là qui peut être un problème pour toi en force motrice. Prendre des problèmes puis les transférer en solutions, c'est le plus gros takeaway que j'ai eu. Maintenant, dans ma vie personnelle, professionnelle, peu importe, je vois plus de problème. T'sais. OK, ça c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? N'importe quoi. Je prends 10 livres parce que je bois trop de bière. OK, comment qu'on règle le problème? J'en vois plus de problème, je vois tout le temps juste les solutions. Puis même que dans mon entourage, des fois, il y a du monde qui trouve ça gossant, parce qu'on dirait que j'accepte plus c'est quoi un problème. T'sais. Je suis tout le temps directement, je suis en mode solution. Dans les PME, on s'en rend compte, moi je m'en rends compte, à tous les jours, il y a un problème. T'sais. Ça n'existe plus pour nous. Je pense que le skill numéro 1 d'un entrepreneur, ça doit être le skill humain. La réalité, c'est que quand tu commences une entreprise, tu travailles avec toutes sortes d'individus, sont très, très proches de toi. Avec le temps, la structure fait en sorte que le monde, ton vendeur au day-to-day, tu ne le connais peut-être pas nécessairement très, très bien, mais ton équipe de gestion, c'est important d'avoir des bons people skills avec ces gens-là parce qu'ils arrivent toutes sortes d'affaires dans leur vie. Puis ton goal à toi en tant qu'entrepreneur, c'est de garder ces gens-là motivés puis qu'ils aient l'intérêt à travailler avec toi pendant plusieurs années. Donc, je trouve que dans mon entourage, les entrepreneurs qui sont capables non seulement de bien s'entourer, mais d'être bons avec ces gens-là vont avoir une bonne rétention au niveau du talent. Puis ça, c'est ce qui va les aider à performer à long terme. Les entrepreneurs dans mon entourage qui ont de la difficulté à faire ça, souvent, ils gardent moins le talent à l'interne. Le talent s'en va ailleurs. Puis ça fait en sorte que la business, elle plafonne après un certain temps. Le meilleur staff que j'ai eu dans Vitronet, le meilleur staff que j'ai eu dans Sévère, c'est réseau de contact. Je regarde mon réseau de contact. Let's go, on lâche des coups de téléphone, on envoie des messages sur Facebook, ça te tente-tu de travailler pour moi? OK? Ou avec moi, ou peu importe. Ça peut être aussi, hey, toi, tu connais-tu quelqu'un qui travaille pas, qui serait intéressé, qui fitterait dans l'entreprise? Si tu réfères cette personne-là et qu'elle travaille pour moi pour X nombre de temps, je te donne tel montant. OK? Je pense qu'en affaires, tu as le choix d'attendre que la business vienne vers toi ou que tu ailles chercher la business.
Ben moi, c'est comme ça, je le vois dans toutes les sphères de l'entreprise. Évidemment, il faut avoir un peu de recrutement passif parce que des fois, il y a des perles rares qui arrivent. Mais habituellement, là, le recrutement actif, ça te permet d'aller chercher les bonnes personnes, puis il y a un transfert de crédibilité qui se fait à ce moment-là. Quand tu appliques à une offre en ligne versus que tu connais la personne, il y a une grosse différence. Aussi, ça te permet d'avoir une certaine relation. Tu sais, on dit que travailler avec les amis, des fois, c'est compliqué. Ben, moi, je pense que c'est pas nécessairement vrai. Il faut juste mettre certaines limites au début. C'est ce qu'on a appris à faire dans Sévère. Puis je te dirais que on entend souvent ça en affaires, hein, les hauts placés placent leurs amis à certains endroits. Pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Tu veux travailler avec du monde que tu as du fun avec, du monde que tu aimes, c'est la même affaire quand tu es en affaires. D'engager des personnes que vous savez qui ont la maturité de pouvoir travailler avec vous. C'est pas donné à tout le monde, ça c'est important de le dire. Fait que je pense que de trouver les bonnes personnes à travailler avec, de mettre de mettre le cadre de travail, ça c'est important. Une fois que ça c'est fait, une fois de temps en temps, de faire des évaluations. Je travaille-tu de la bonne façon avec toi? Tu travailles-tu de la bonne façon avec moi? Est-ce que ça fonctionne? Parfait, c'est beau. On ajuste puis on continue. Ça, je pense que c'est important aussi. Recruter, ça coûte de l'argent. Okay? Ça peut être un coût d'opportunité ou ça peut être des dollars directement. Si tu passes ton été à recruter, tu n'es pas en train de former une équipe de vente qui va faire du porte-à-porte puis signer 50 000 de plus pendant l'été. Okay? Tu veux déléguer ta production, mais que ça roule tout seul sur autopilote. Okay? Fait que c'est important de mettre le temps très tôt, de trouver les bons candidats, de bien les rémunérer. Je pense que c'est important aussi. On est dans un marché concurrentiel au niveau de l'emploi. Puis que ces gens-là, de leur donner de l'amour, OK? Puis que ces gens-là, tu as fait une saison complète, soient contents puis qu'ils reviennent l'année suivante. Actuellement, on est presque au plein d'emploi. Il faut être concurrentiel au niveau de l'emploi. Le salaire est-tu intéressant? Les conditions sont-elles intéressantes? Notre génération, là, il regarde le salaire, mais surtout, là, c'est-tu hot? C'est-tu quelque chose qui, tu sais, ça me parle-tu, ce job-là? Là? Je vais-tu pouvoir être en contact avec mon boss puis jaser, donner de la rétroaction? Si c'est pas hot, avant de trouver une job qui est intéressante pour elle, cette personne-là. OK? Fait que c'est notre job en tant qu'employeur de rendre un climat de travail intéressant. La motivation, ça passe, ça se fait de plusieurs façons. Hein. Chaque personne n'est pas motivée de la même façon. Puis le but d'un bon gestionnaire, d'un bon entrepreneur, c'est de comprendre comment motiver chaque personne. Okay? Il y a des personnes qui sont motivées par l'argent. Okay? Il y a des personnes qui sont motivées par de l'expérience. Il y a des personnes qui sont motivées par des responsabilités. Il y a des personnes qui sont motivées par du renforcement positif. Il faut trouver c'est quoi la bonne affaire. Fait que, évidemment, il ne faut jamais que ça soit hypocrite. Il faut que ça soit vraiment ressenti. Donc, peut-être que pour personne X, faire un chèque de 1 000 s'il atteint des chiffres, ça va vraiment motiver cette personne-là. Mais que pour la personne Y, tu fais ça, elle n'ira pas nécessairement performer plus, même peut-être qu'elle va performer moins. Versus que la petite tape sur l'épaule puis dire « Hey, je vais aller prendre une bière avec toi puis je vais te dire à quel point tu es bon parce que tu le penses vraiment. » Ça va tout changer pour cette personne-là. Donc, c'est vraiment de s'adapter, d'être un caméléon selon chacune des personnes. À chaque vendredi, on était à l'entrepôt, on prenait une bière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay? C'est important pour nous autres, l'esprit d'équipe. J'ai vécu dans une chambre de hockey toute ma vie. Là. Je pense qu'en équipe, on peut arriver à des belles affaires. Okay? Fait que ça, je pense que c'est une ambiance, c'est quelque chose que les gens aiment. Les concours, les gens aiment bien ça, les concours. Okay? Cette semaine, tu roules tel dollar en production avec un certain niveau de qualité. Voici un petit bonbon qu'on va te donner. Les gens adorent ça. Dans Sévère, c'est la même affaire. Okay? Qui a produit le plus? La qualité était comment? On a fait 3 soupers d'équipe dans Sévère, avec toute l'équipe ensemble. Tous les techniciens, une fois sont venus chez nous, 2 fois on est allé au restaurant. Je pense que c'est important ça. Les gens se parlent, ils partagent des expériences. Souvent, après une coupe de verre, ils s'ouvrent un peu. Ah, ça c'était de la merde, ça j'aime pas ça. Hey, je l'avais même pas vu de même. Merci, personne X, on va s'occuper de toi, on va faire attention. Rendre ça un peu plus humain. Une fois sur le terrain, bien évidemment, c'est d'être à l'écoute de son staff. Je pense que c'est important. Okay? Quand on dit être à l'écoute, tu sais, dans une journée, là, pour un laveur de vitre, peut s'en passer des affaires. Il utilise sa voiture, peut-être. Peut-être des clients qui l'ont fait chier. Il y a peut-être, sa paie n'est peut-être pas assez intéressante. Il trouve peut-être qu'il n'est pas assez valorisé. Fait que c'est d'être à l'écoute de ces personnes-là et de proposer des solutions de façon proactive. T'sais. Pas attendre que la ballonne elle explose. T'sais. Souvent, il faut aller un peu à l'avant puis essayer de deviner, déceler ce genre de problèmes-là puis de les adresser rapidement. Un employé, de façon générale, doit être valorisé sur une base régulière. Okay, la motivation, là, pas une fois semaine. Là. Prends pas ta douche une fois semaine, tu apprends tous les jours. Ça m'a à faire pour la motivation. Je pense qu'une fois que l'employé est dans l'entreprise, il faut continuellement être dans sa face puis lui donner du feedback. C'est super important. Okay? Je pense que dans Vitronet, c'est quelque chose que j'avais mal fait. J'étais pas assez sur le terrain avec mes travailleurs. Puis souvent, ça m'échappait un petit peu. Okay? Je me rattrapais avec la bière du vendredi soir, mais il en manquait un peu. T'sais. Bien,
d'être présent, d'en donner, d'être là pour eux, je pense que c'est super important. C'est la clé, je pense, pour avoir du succès avec ton équipe. Ce que j'ai appris dans Sévère, dans le fond, c'est que j'ai pas nécessairement les mêmes budgets que j'avais dans Vitronette, mais que j'ai fait l'erreur de donner des plus gros cadeaux vu que j'avais plus de budget, mais ça ne motive pas nécessairement plus le monde. Okay? Moi, ce que j'ai appris, là, donner du temps au monde, là, ça vaut vraiment, vraiment cher. Genre, arriver sur une prod dans VN avec une slush, ça valait pas mal plus cher que rajouter 10$ sur sa paye. Honnêtement. Okay? La slush me coûtait 1,72$, puis je mettais 20$ de bonus parce qu'il était gentil. Le 20$, là, c'était ni vu ni connu, ça n'existait même pas. Le 1,72$ que j'ai donné avec la slush, le moment que j'ai pris avec, jasé, il faisait chaud, tout ça, la valeur perçue de ce 1,72$-là pouvait être 200$. Okay? Fait que c'est pas nécessairement la valeur du cadeau, ou la valeur c'est vraiment plus l'attention qui va avec. Okay? Encore une fois, il faut se rappeler, chaque personne n'est pas motivée de la même façon. Okay? Donc, des gens qui sont plus à l'argent, souvent des laveurs, c'est moins à l'argent un peu, là, mais un laveur pourrait être à l'argent aussi, bien, peut-être qu'un concours de production avec quelque chose, un montant supplémentaire s'il atteint ses chiffres avec un standard de qualité, ça, je pourrais le voir. Une fois de temps en temps, je vais aussi avec les jobs que je donnais. Il y a des jobs plus payants que d'autres. Tu travailles bien, hey, je vais t'envoyer sur les meilleurs jobs. T'sais. Ça, ces personnes-là aimaient beaucoup ça. Tu travailles moins bien, je vais t'expliquer pourquoi tu as ce genre de job-là, puis qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre des meilleurs jobs. Ça me coûtait 0, parce que j'avais le même pourcentage à les personnes, à n'importe quelle personne dans l'entreprise, mais je jouais avec les contrats que je leur donnais. Fait que ça me donnait un peu de levier pour aller chercher de la performance supplémentaire. Le concept fondamental d'un employé, c'est qu'il échange son temps contre de l'argent. Il peut l'échanger à n'importe qui. Par contre, les gens aiment travailler avec du monde qu'ils aiment. Okay? Si tu n'es pas reconnaissant envers ton employé, il va prendre son temps, il va l'échanger contre de l'argent à quelqu'un d'autre. Okay? Fait que je pense que c'est important, quand tu as quelqu'un, évidemment, il ne faut pas que ça soit fake. Hein? Quelqu'un qui travaille tout croche, il faut que tu lui dises, il faut que tu lui donnes la rétroaction, lui expliquer qu'il ne fait peut-être pas bien son travail. Mais quelqu'un qui travaille bien, là, ça vaut cher. Okay? Faut donner de l'amour à ces gens-là, c'est super important. Moi, je pense que c'est quelque chose dans mon travail que je fais régulièrement avec les gens que j'aime dans mon entreprise qui travaillent bien. Pourquoi? Bien, je pense que ces gens-là, ça fait une différence dans leur journée, puis moi, ça fait une différence dans la mienne. Si ces gens-là n'étaient pas là, j'aurais pas autant de succès qu'on en a en ce moment. T'sais. Fait que je pense que c'est important de dire ça à ces personnes-là parce que l'effet que ça a sur eux, c'est quand même assez important. L'intelligence émotionnelle derrière tout ça, c'est le gros facteur là-dedans. Je vous donne un exemple, tu as un père de famille qui a de la difficulté un peu avec à la maison, les enfants sont malades, y a-tu des problèmes avec sa femme, y a-tu que son chien est mort, je sais pas. Bien, c'est sûr que cette journée-là, si tout est arrivé, puis toi tu arrives, tu donnes une rétroaction, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Pour saisir la personne, OK, si tu as le bon timing, parfait, je le fais-tu, je le fais pas. Une fois que c'est le bon timing, c'est quoi l'approche que je vais avoir avec cette personne-là? Okay? L'espèce de cliché du boss qui engueule son employé, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça ne peut pas exister. Okay? Tu peux être en crise, tu peux passer ton message, ça va arriver des fois, pète une latte. Si tu en pètes à tous les jours, ça n'aura plus d'impact. Tu gardes ça une fois par année, la fois que tu vas péter, ça va avoir un gros impact. Mais de façon générale, là, donner de la rétroaction, trouver le bon ton avec la personne. Le but ultime derrière une rencontre de rétroaction, c'est quoi? C'est que la personne comprenne et qu'elle corrige son comportement. Si tu apportes le message d'une façon où est-ce que la personne va être en confrontation avec toi et qu'elle va se fermer, bien, le but ultime ne sera pas atteint. Là. Tu ne réussiras pas à modifier le comportement de la personne. Right? Fait que faut être souvent le bigger man, il faut être plus intelligent que l'autre personne puis essayer d'apporter le message d'une certaine façon que ça passe et que ça ait un effet positif sur cette personne-là, sur la relation que tu as avec cette personne-là et sur l'entreprise. Tu vas regretter dans la vie bien plus les discussions que tu ne vas pas avoir eues que les discussions que tu vas avoir. Right? Fait que tu adresses la problématique super rapidement, puis ça se faisait très bien. Il faut juste le faire. Souvent, les gens ont peur de le faire parce qu'ils ne savent pas trop comment approcher la situation. Lancez-vous, essayez-les, c'est super important. Moi, je regarde quand j'étais directeur, bien, moi, j'avais des coachs qui travaillaient pour moi, qui avaient 5, 6 ans, 7 ans plus que moi, qui avaient fait des meilleurs chiffres. Avoir de l'autorité avec cette personne-là, bien, ça se mérite, ça se travaille. Fait que, bien, je pense que c'est en démontrant l'exemple. OK, cette personne-là avait eu des bons chiffres, il faut que je monte mon jeu d'un cran. Si je joue avec Sidney Crosby demain matin, je ne peux pas me traîner les patins. Il faut que je travaille fort. C'est facile de donner un squeegee à quelqu'un, dire la vitre est là, 3-4 coups de squeegee, voici comment ça fonctionne. Hey, t'es bon, let's go, tu peux commencer. C'est facile de faire ça.
Tu vas voir, c'est aussi rapide que les résultats que tu vas avoir. Tu vas avoir des résultats rapides. Former quelqu'un, il n'y a pas de recette miracle. Évidemment, je pense qu'il doit avoir une formation théorique. Je t'explique les concepts, qu'est-ce qui va se passer. Puis avoir une bonne formation pratique. Bien formé sur comment tu t'y prends. Je me rappelle l'AVN. Le travailleur, il arrive, il rentre dans la maison. Après ça, l'autre est dans le char, il texte. Après ça, rentre dans la maison, tu as besoin des échelles, tu ne les avais pas déstrappées. Revient, déstrappe les échelles, retourne dans la maison. Ah, le bucket est dans la voiture, retourne dans la voiture. Ça, là, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Tu regardes ça, là, écoutez le film McDonald's, là, le gars, il a placé son staff, il les a dessinés sur un court de tennis, le monde se rentre dedans, c'est pas efficace, il a placé ses trucs. Ça, c'est la productivité, l'efficacité opérationnelle. Fait on regarde les travailleurs, puis on se dit, OK, comment je peux rendre ça plus efficace? Tout le temps, tout le temps. Puis de cette façon-là, on réussit à les 3, 4, 5 minutes qu'on sauve là, puis là, à la fin de la journée, c'est un contrat de plus, 2 contrats de plus. Le laveur, il passe son mouton, il l'essuie, il met ça dans son bucket, le squeegee, finalement, il change à l'autre. Il essuie tout de suite la goutte, il attend-tu dans 3 fenêtres, comme ça, il y a moins de gouttes sur la fenêtre, ça mouille moins la microfibre. Si ça mouille moins la microfibre, il peut l'utiliser plus longtemps, il n'a pas besoin de la rechercher dans le char. Il y en a combien sur lui? Ces petits détails-là font toute la différence à la fin de la journée. Bien organiser la production, évidemment, il faut en parler avec le coach. Quelqu'un qui vend 50 000 versus 100 000 versus 150 000, ça ne s'organise pas de la même façon. Il faut prendre le temps de le faire. Okay? Il faut avoir des bonnes ressources, okay? Les bons équipements, les bonnes ressources humaines, je pense que c'est important. Puis surtout, il faut avoir un plan de match en tête et le garder. Des fois, ça va bouger pendant la saison, mais il faut garder l'objectif. OK, il faut que je produise tel chiffre cette semaine, comment je vais y arriver? C'est quoi les solutions par rapport à ça? Être bien organisé à l'avance, ça fait toute la différence. Combien de franchisés que j'ai rencontrés dans les années, je l'ai même vécu moi-même, sont arrivés, on leur a dit « Hey, dans 2 semaines, la production commence, fuck, faut que je recrute. » OK, le pape arrêtait, les ventes arrêtaient, 2 mains dans la production, plus de ventes, ne font pas leur clou du président. Je l'ai vu, des collègues, j'en ai vu là, des dizaines et des dizaines. Versus que les autres, qui se prennent 1 mois et demi à l'avance. La saison de lavage de vitre commence, le trout est déjà fait, les laveurs sont déjà formés. Journée numéro 1, 2 sont sur la prod avec le monde. Ça fonctionne bien, les travailleurs restent tout l'été, sont bien payés, sont super contents. Puis le franchi, qu'est-ce qu'il fait lui pendant ce temps-là? En porte-à-porte avec ses équipes. Il recrute pour du porte-à-porte, pas pour de la prod, puis il fait des ventes. Puis pendant son été, au lieu de signer moins 5 000 parce que le franchi est en retard puis il perd les signatures, il en signe 25 de plus, 50 de plus parce qu'il a pris le temps à l'avance de faire les affaires comme du monde. Moi, je me rappelle, j'étais au HEC en même temps d'avoir ma production. Dans les fins de session à l'université, je ne dis pas que c'est plus facile, plus tough qu'au cégep, mais je me rappelle que c'était quand même assez challengeant. OK? Fait que, de un, dans mon agenda, j'avais mes blocs d'études, mes blocs de recrutement, mes blocs de vente, mes examens sont à quel endroit, tout ça. J'étais prêt 3 semaines à l'avance. OK? Bon, tel laveur est engagé, les équipements sont achetés, la formation est telle date, il n'y avait pas de surprise. Si tu vas dernière minute, tu t'arranges, tu tires du gun un peu, ça n'arrivera pas. Tu ne le feras pas dans les temps, ça va être tout croche, ça ne fonctionnera pas. La satisfaction des clients, principalement, je pense que ça passe par la qualité des travaux. Okay? Être à l'écoute de la clientèle. Fait que je fais un job, je parle avec le client, j'ai une bonne relation avec. À la fin des travaux, « Hey, monsieur, madame, on va faire le tour des travaux ensemble. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. » Ah, la petite goutte, j'aime pas ça. Bon, la gouttière, là, il y avait telle affaire. Hey, il y a une goutte à terre sur mon plancher. Hey, on est vraiment désolé. C'est rare que ça nous arrive. On s'excuse. On fait les retouches, c'est réglé. Ça sauve bien les problèmes. Le mot-clé dans une plainte, c'est le temps de réaction. OK? Des plaintes, moi, ça m'est déjà arrivé d'en avoir 8 dans la même journée quand j'étais dans VN. Je me suis mis à pleurer. Ça, c'est l'après-midi que j'ai jasé tantôt puis que ça allait pas bien avec mon coach. J'ai eu un appel avec. Parce que je me suis mis en mode solution. Mais ce que j'ai fait, là, surtout, là, malheureusement, c'est que j'ai attendu puis je me suis dit, ah ben, si j'attends puis je reporte ça à demain, ça va être moins pire. Mais non, c'est l'inverse. OK? La plainte à rendre, il faut la gérer tout de suite. Un client pas satisfait, il faut le gérer on the spot. Puis ensuite de ça prend combien de temps à gérer le problème? Parce que un client, il comprend là, que ça peut arriver des fois des problèmes. Il y a des clients zélés, là, on les oublie ceux-là, mais la majorité des clients comprennent qu'il peut arriver certains problèmes. La différence, c'est que ça prend combien de temps avant que tu gères le problème? Puis comment il a été géré? Ça fait toute la différence. C'est important en vente de gérer les attentes. C'est un concept qu'on parlait en recrutement tantôt. Si je te dis que ça va être wow, puis c'est pas wow, tu ne seras pas content. Si je te dis que ça va être correct, mais je te fais correct plus 1, hein, c'était le fun finalement, je vais te reprendre l'année prochaine. OK?
En production, c'est un peu la même affaire. OK? C'est sûr que si tu as vendu que la job, ça allait prendre 5 heures, puis que ça a pris 20 minutes, le client va se poser des questions. Fait que c'est important de bien juger. Puis, moi, j'en ai beaucoup vu aussi dans la vitronnette. Ah, parfait, lui, il a de l'argent, il y a une Ferrari dans le garage, portefeuille avec des bruns, parfait, je vais charger 300$ de plus. Ça a fonctionné. Mais à la fin de l'été, quand cette personne-là s'est rendue compte que la job a pris une demi-heure, puis que c'était fait bien, mais qu'il avait été bien trop pricé pour revenir l'année prochaine. Okay? La gestion des attentes, c'est la clé. L'honnêteté aussi, je pense que c'est important. Il faut à la vente, là, ça commence là, expliquer au client qu'est-ce qui va arriver pour de vrai. Okay? Il n'y aura pas de surprise. On parlait de production, on a un canal marketing. Évidemment, un des canaux marketing principaux dans VN, c'est le porte-à-porte. Un qui est trop négligé, c'est les références. Faire une bonne job, ça attire des clients. OK? Fait que, évidemment, une prod bâclée, ben, ça va faire que des clients ne te réfèrent pas bien. À la fin de chaque job, moi, je demandais à mes gars, sortez-moi 3 noms dans le fond, quand vous faites le tour de satisfaction avec le client, demandez au client 3 personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. Je vais donner X montant, je ne me rappelle plus combien que je donnais. J'appelais ces clients-là, ça me créait des estimations. Puis là, avec ça, c'était un des flots d'estimation que j'avais, c'était grâce à cette technique-là. Un des canaux marketing avec le porte-à-porte des références à l'été, c'était le cross-marketing. Ben, si tu fais des passes à la palette à ton ami, ben, c'est sûr que tu t'attends un peu à ça à l'inverse. Fait que souvent, le but, c'est d'être proactif, de commencer, d'être cette personne-là qui fait des passes à la palette à ton collègue. Cette personne-là, maintenant, elle n'aura pas le choix de t'en faire aussi. Okay? C'est business, right? Fait que le cross-marketing, ça peut faire en sorte que tu signes ton Sud ou tu signes ton Rockstar. Vous avez une bonne relation, là, chaque estimation que tu prends peut se transformer en une autre estimation. Pendant l'été, c'est pas compliqué. Là. Une fois que tu apprends des délégués, là, la vente, ça va tout seul, c'est la meilleure période de l'année. Mais quand des franchises s'y prennent en retard, qu'est-ce qui arrive pendant l'été? Ils n'ont pas le temps de gérer les nouvelles ventes. Fait qu'ils sont pognés dans la prod. Si un franchisé veut réussir, pour moi, il ne faut pas qu'il se prenne pour un autre et qu'il n'hésite pas à demander à son coach de l'aide, puis au réseau de franchise de l'aide. Okay? Un franchisé, ça a la chance, dans un environnement, un écosystème d'entrepreneurs qui réussissent, qui ont réussi, il faut aller chercher cette expérience-là. Deuxièmement, il faut être entrepreneur, il faut essayer des choses, il faut innover. Okay? Pas parce que Vitronnette te dit que ça fait 20 ans qu'une vitre, ça se lave de même ou qu'un travailleur, ça se paye comme ça. Il y a peut-être une façon d'être créatif, de modifier la rémunération pour améliorer la performance. Il faut entreprendre, c'est ce qu'on est, on est des entrepreneurs, il faut être créatif. Finalement, je pense que c'est important, il faut avoir du plaisir. C'est certain, il faut s'amuser, mais il faut travailler fort. Okay? Dans mes années de franchise, j'ai appris un peu comment travailler, mais c'est en partant sévère que j'ai réalisé que j'aurais pu travailler pas mal plus fort dans mes années de franchise. Je vous rappelle, l'année passée, du mois d'avril à la mi-juin, j'ai travaillé 7 jours semaine. Dans le bunker, à faire des appels, à closer des clients au téléphone, à être ça à prod avec mes gars. Si tu veux avoir du succès, il faut travailler fort. Il n'y a pas de recette miracle. Quelqu'un qui ne travaille pas va avoir nécessairement moins de résultats que quelqu'un qui travaille. C'est sûr. Fait qu'il faut apprendre à travailler fort, mais ça va vous suivre toute votre vie, c'est certain. Je pense que c'est une école qui veut développer des entrepreneurs. C'est une école qui veut donner la chance à des entrepreneurs à en devenir qui ne l'ont jamais vécu, à découvrir si c'est quelque chose qui les intéresse ou pas. Quand tu es aux études, le but c'est d'apprendre, right? Fait que de te lancer en affaires avec Vitronnette, je pense que c'est intéressant parce que justement, ça te permet d'apprendre sur l'entrepreneuriat. Donc, et autre affaire aussi, souvent, ça dépend de ta charge de travail à l'école, mais je pense que le fait de jumeler les deux, ça te permet de bien comprendre certains concepts à l'école. Moi, j'ai eu la chance d'étudier en administration des affaires. Bien, souvent, je voyais des trucs dans mes cours, j'arrivais sur le terrain et je me rendais compte de certains concepts que j'avais vus dans mes cours quelques jours avant ça.